Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis Marlène et je vais être votre animatrice pour ce soir, comme pour les autres soirées de Science Invaders. Très rapidement, est-ce qu'il y en a qui sont jamais venus à une soirée Science Invaders et qui ne connaissent pas le format? Ok, on a des nouvelles têtes ce soir, du coup on va se représenter un petit peu plus. Moi je suis du coup médiatrice en jeux vidéo. Pour vous résumer mon travail, ça consiste à jouer aux jeux vidéo, faire jouer les autres jeux vidéo, recharger les manettes, beaucoup, acheter des jeux vidéo, lire la presse jeux vidéo, venir vous parler jeux vidéo. Voilà, vous avez compris l'idée quoi. Voilà, là-dessus. Métier difficile. Métier très difficile s'il en est, on est d'accord. Et du coup, je suis accompagnée chaque soirée d'un expert ou d'une experte dans son domaine. Et ce soir, nous avons avec nous Laurent Vercueil, que je vais laisser se présenter un peu plus pendant que je fais une certaine magie technologique pour changer d'écran. Laurent, si tu peux du coup te présenter. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Laurent Vercueil, je suis médecin neurologue, donc spécialiste du cerveau. Je travaille pas très loin d'ici puisque je travaille au CHU de Grenoble, dans les bâtiments blancs là, de l'hôpital Nord. Et j'ai une activité de recherche au sein du LPNC. Donc LPNC, c'est le laboratoire de psychologie et neurocognition. Et donc c'est un laboratoire qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Et au sein de ce laboratoire, il y a plusieurs équipes. Et l'équipe dans laquelle j'émarge, c'est l'équipe COMET. Et COMET, ça ne veut pas du tout dire qu'on est astrophysicien. C'est simplement un acronyme basé sur CO comme conscience, M comme mémoire et MET comme métacognition. La métacognition, c'est la connaissance que l'on a de sa propre connaissance. C'est la cognition de la cognition. C'est-à-dire le fait qu'on sait qu'on sait. On sait qu'on sait. Voilà, les sujets qui m'intéressent sont très au cerveau. Alors, au cerveau qui a des maladies, parce que je suis d'abord médecin, mais il faut savoir que la neurologie, donc la médecine du cerveau, c'est une médecine qui a apporté énormément, et depuis très longtemps, à la connaissance globale du fonctionnement normal du cerveau. Pourquoi ? Parce que lorsque le cerveau dérape, lorsqu'il lui arrive des bricoles, eh ben on peut étudier la façon dont cette bricole perturbe un fonctionnement normal. Et ça, en fait, on le sait depuis les premiers neurologues. La neurologie, c'est une discipline qui est assez récente, dans le sens où la première chaire de neurologie, c'est Charcot. Peut-être entendu parler de Charcot. Donc on est en 1868, par là. Et en fait, à cette époque-là, Broca, notre nom qui est quand même assez diffusé, a montré, par exemple, qu'une lésion du cerveau pouvait priver les personnes du langage. Donc on a comme ça développé une connaissance du cerveau un petit peu en creux, en négatif. Qu'est-ce qui se passe lorsque telle ou telle région ne fonctionne pas bien? En quoi ça influence? Alors, nos facultés, donc notre cognition, notre comportement, nos perceptions, tout ce qui fait en fait qu'on a un monde intérieur qui reflète habituellement, assez correctement, le monde environnant. Voilà. Donc disposé à participer avec plaisir à cette soirée, à répondre aux questions que vous avez éventuellement, et puis à rebondir sur les questions que Marlène me posera en fonction du récit qu'on va découvrir. Et justement, en plus des différentes casquettes que tu as au quotidien, tu es également auteur de livres. Et c'est la première question que je voulais te poser avant que nous commencions ce soir, c'est que tu as sorti en 2022 un livre qui s'appelle Neuroscience-fiction, où tu viens répondre à différentes questions sur le cerveau à travers différents exemples de la science-fiction. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet ouvrage et tes autres ouvrages s'il y en a, et puis nous parler de pourquoi ça t'intéresse de venir sortir des exemples de la fiction pour expliquer des concepts quand même qui nous concernent assez intimement, à savoir notre cerveau à tous et toutes. D'accord. Alors, la neuroscience-fiction, c'est la science-fiction du cerveau. En gros, je suis parti un petit peu de l'impression, alors peut-être qu'elle n'est pas partagée, mais qu'il y a trois grands sujets dans la science-fiction. La science-fiction, c'est qu'est-ce qui va arriver, et si, c'est une littérature, on dit de spéculation, c'est-à-dire qu'on dit, et s'il y avait des extraterrestres parmi nous qui feraient, etc. Donc les trois grands sujets, c'est en premier lieu l'espace, l'exploration de l'espace, l'univers, etc. Ça c'est Star Wars, Star Trek, tout ça, tous les space opéras. Deuxième chose, la société. Donc c'est Orwell, c'est Le meilleur des mondes. Comment la société va s'organiser dans le futur, qu'est-ce qui va arriver, etc. Et le troisième sujet, peut-être un petit peu dans l'ombre des deux premiers, parce que c'est quand même deux sujets qui dominent largement la science-fiction, c'est notre cerveau. C'est
qu'est-ce qu'on peut faire avec un cerveau? Qu'est-ce qui peut se passer? Surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA, des greffes technologiques, etc. Enfin, on peut se projeter et avancer beaucoup. Et de fait, lorsqu'on regarde la science-fiction, le cinéma, la science-fiction, la littérature, etc., il y a des auteurs qui questionnent le cerveau en essayant de le pousser un petit peu dans ses coins, etc. Et donc ça m'a beaucoup intéressé d'aller voir une greffe de tête, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire de greffer une tête? Est-ce que c'est possible? Comment ça peut marcher? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est que développer l'intelligence? Il y a un ouvrage, par exemple, qui a eu un grand succès, qui s'appelle Des fleurs pour Algernon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très... En gros, des gens trouvent comment développer l'intelligence d'un sujet. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire être plus intelligent? Et encore plus, et encore plus? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Enfin bref, ça soulève plein de questions qui sont relatives, toujours pareil, au sujet du cerveau, dans le sens où le cerveau, c'est la cognition, c'est le comportement. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Donc j'ai beaucoup aimé un petit peu tirer tous ces sujets qui concernent en fait, le sous-titre de neuroscience-fiction, c'est cerveau d'ailleurs et de demain. Parce qu'en gros, il y a nos cerveaux, effectivement, dans le futur, et puis il y a aussi l'idée que, ok, un alien, s'il débarque, c'est quoi un cerveau d'alien? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut être très différent de notre cerveau et quand même bien fonctionner? Et en fait, évidemment, des aliens, on en trouve beaucoup dans la littérature, au cinéma. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on va chercher une cognition qui n'a rien à voir avec une cognition? Qu'est-ce que c'est une cognition tout à fait autre? Voilà, ce genre de sujets qui m'ont intéressé dans ce débat. Et ensuite, alors, j'ai écrit d'autres livres, et tous ces livres toujours prennent un petit peu leur origine, leurs racines dans la pop culture. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pop culture, la culture populaire, la culture commune, c'est qu'on partage, pas la grande culture, mais Astérix, Obélix, Tintin, les romans, etc. Et ben, ça brasse des choses qui, en fait, quelque part, nous parlent de nous, et parfois nous parlent de nous, de notre cerveau. C'est-à-dire de comment fonctionne notre mémoire, comment fonctionnent nos perceptions, comment fonctionne, etc. Un exemple, le dernier bouquin que j'ai sorti début de ce mois, là, donc 2 avril, porte sur les malaises. Et en fait, les malaises dans les BD, les malaises dans la littérature, mais ça existe, c'est un sujet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens deviennent pâles lorsqu'ils apprennent une mauvaise nouvelle? Pourquoi est-ce que parfois ça peuvent perdre connaissance? Pourquoi est-ce que les Romains d'Obélix ont des petits oiseaux qui tournent autour de leur tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut trouver la trace dans le fonctionnement du cerveau? Et en fait, je creuse un petit peu ces questions-là. C'est à la fois très, très sympa pour moi quand j'écris, parce que du coup, je me réfère à des choses que j'aime bien. Et puis, c'est en gros prendre prétexte de toutes ces choses-là dans lesquelles on baigne, en fait. C'est une culture qui nous environne, qu'on connaît bien, etc. Pour aller tirer les fils, un petit peu comme dans la science-fiction, et puis voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le cerveau. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est exactement le format qu'on va faire ce soir, mais cette fois-ci avec du coup le support d'un jeu vidéo. Ça fait plusieurs soirées du coup que nous utilisons des jeux vidéo comme support, et aujourd'hui on aura comme support un jeu qui est assez différent des 2 derniers, parce que dans les jeux vidéo précédents on a exploré d'abord la science-fiction pour parler d'intelligence artificielle, puis avec Detroit Become Human, puis avec Bioshock on est allé dans l'Uchronie, voire dans une espèce d'Uchronie belle époque. Et là, aujourd'hui, on est sur un jeu vidéo qui va peut-être paraître très étrange, mais qui est un jeu vidéo à notre époque, qui va parler d'un récit de vie tout à fait banal, celui de Edith, du coup, qu'on peut voir du coup dans son arbre généalogique. Edith, elle a une petite vingtaine d'années, et elle va retourner dans la maison d'enfance de sa famille pour redécouvrir ou découvrir le sort de sa famille. Donc elle va aller faire une expérience qui est une expérience assez intime et que nous avons un peu tous et toutes vécue en retournant dans des maisons familiales, ou en les vidant, ou en allant chercher les photos là-dessus. Aucune science-fiction, aucun élément fantastique, à part que peut-être, si vous regardez bien dans son arbre généalogique, tous les parents, parentes, cousins, cousines et frères et sœurs d'Edith sont morts. Ils sont morts dans des circonstances que nous allons décortiquer. Il y en a certains qui sont morts vieux, d'autres non. Et le but de ce jeu, c'est dans chaque chambre de chaque personne, d'aller redécouvrir les derniers moments de ces personnes. Et on va explorer quelques-unes de ces histoires ce soir, et comme certaines de ces personnes sont atteintes de différents troubles ou ont vécu des choses, ça va nous permettre, à travers leurs histoires tout à fait banales, de venir interroger les accidents de la vie avec Laurent, ou de venir interroger différentes choses là-dessus. Mais pour ça, on a besoin de vous, parce que je ne m'appelle pas Edith, et donc on ne sait jamais, y a-t-il une Edith dans la salle? Et bien, c'est pas grave. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
Est-ce que, du coup, j'ai un ou une volontaire pour venir jouer? Le principe, si je peux vous rassurer, c'est un jeu très simple. Vous avez une manette où vous avez besoin de 2 pouces et d'un index. Normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de combat dans ce jeu, il n'y a aucune manière de mourir, et c'est très simple. Et si jamais ça ne vous rassure pas assez, il y a une deuxième manette que je garde avec moi qui me sert à faire auto-école. Si jamais vous faites trop de bêtises, je peux copier tout ce que vous faites et nous empêcher de nous jeter de la falaise. Voilà. Donc, est-ce que nous avons un ou une première volontaire pour faire la première séquence de jeu avec nous? Allez. Edith, merci, on peut remercier Edith de venir jouer. Donc, ceci, le contrôle, déplace, caméra, interaction R2, c'est tout. Alors, le principe de ce jeu, donc, c'est un jeu qui est malheureusement uniquement en anglais, mais je vous rassure, nous avons des sous-titres en français. Mais ce qui est bien, c'est que nous allons pouvoir, avec Laurent, papoter par-dessus le jeu sans que vous perdiez quoi que ce soit en termes de contenu, vu que vous allez lire de toute manière les sous-titres. En même temps que vous nous écoutez, vous allez donc être multitâche en cette soirée là-dessus. Je vérifie juste le son. Voilà. Je vais baisser le son. Donc, Edith, là, nous sommes au tout début du jeu. Edith se rend dans la maison de ses parents. Enfin, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, qui est la maison qui a été fondée par Eddie. Donc, vous voyez, Eddie, elle est née en 1917, elle est morte en 2010. Donc là, on va juste faire la séquence d'introduction du jeu où nous nous rendons dans cette maison. Et ça va nous permettre de parler de sujets assez simples au début, que sont la construction de la mémoire avec Laurent là-dessus. Donc, tu peux faire jouer et t'avancer au fur et à mesure. Mais de toute façon, tu ne peux pas te tromper, comme tu peux voir. Ça va tout droit. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais on est sur un jeu de 2017, c'est un jeu qui a bientôt 10 ans, du coup, qui a été créé par Giant Sparrow, un petit studio indépendant. Et je crois que je n'ai pas dit le nom du jeu. J'ai pas dit le nom du jeu. Non, le jeu, c'est What Remains of Edith Finch. Qu'est-ce qu'il reste de Edith Finch? Alors fais bien attention de laisser les sous-titres, de nous laisser lire, hein, s'il te plaît. Nous ne lisons pas aussi vite que toi. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Donc, il va falloir trouver un autre moyen d'entrer dans la maison. Une autre porte, peut-être. Et oui, il faut trouver à quoi sert la clé, en effet.
Ah, par la chatière peut-être. On sait jamais. Approche-toi. Ça se tente. Super. Bravo Edith. Bravo. Une chientière, tout à fait. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Tu pouvais cliquer sur le livre de la cuisine. Derrière toi, du coup. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of being examined. Except our cat, Molly. Et du coup, moi j'ai une première question pour toi, Laurent. Là, on voit qu'Edith, elle explore cette maison, elle se remémore en voyant des objets, en repensant à ce qu'elle a mangé, elle se remémore des souvenirs. The table was still wrecked from the night we left. Je vais baisser un petit peu le son pour qu'on puisse parler en même temps, mais je vous laisse lire, hein, vous êtes tous grands. Du coup, comment ça se fait que des stimuli sensoriels viennent provoquer des souvenirs, comme dans la célèbre phrase de la Madeleine de Proust? Comment ça fonctionne dans notre cerveau que quand je sens une pizza, je repense à mes vacances en Italie? Alors, là, tu évoques ce qu'on appelle la mémoire involontaire. C'est-à-dire que, alors que je ne vais pas chercher forcément un souvenir, tout d'un coup, quelque chose de mon environnement va susciter en moi un souvenir qui peut être très, très fort, très, très fidèle. En tout cas, je le perçois comme étant très fidèle. L'exemple de la Madeleine de Proust, c'est le narrateur de La Recherche du temps perdu qui, en goûtant une madeleine, se remémore tout d'un coup ses repas pris chez sa grand-mère, etc. Et tout lui revient d'un coup au moment où il a le goût dans la bouche. Alors ça fait appel à une mémoire. Tout à fait. On va attendre un petit peu là, Edith. Il avance très vite, Edith. Ah non, mais c'est pas grave. Hein. Mais on va s'attendre. Tout de suite, il faut bien rappeler qu'il y a plusieurs types de mémoire, hein, que là on parle d'un type de mémoire très très particulier, qu'on appelle la mémoire épisodique, parce que c'est la mémoire des épisodes de notre vie. Et qu'en fait, tout ce qu'on vit, dont on fait l'expérience, va être retenu comme un épisode, souvent localisé, hein, qui est en fait l'ensemble d'une scène. Hein. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé hier, en fait, spontanément, vous n'allez pas me donner une réponse, parce que vous n'avez pas appris ce que vous avez mangé hier. Pour évoquer ce que vous avez mangé hier, vous devez faire un voyage mental, retourner à la scène où vous étiez hier. Hier soir, par exemple, j'étais chez moi, et je vois, et je revis, et je peux regarder dans mon assiette pour voir ce que j'ai mangé. C'est la seule façon pour moi de dire ce que j'ai mangé. Je ne l'ai pas appris par cœur. Vous voyez, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas comme si je vous dis quelle est la capitale de la France, c'est Paris. Vous ne vous souvenez pas du tout quand est-ce que vous avez appris que c'était Paris. C'est Paris, c'est de la connaissance. On parle de mémoire sémantique. Mémoire épisodique, c'est la mémoire des épisodes de votre vie. Alors, ces mémoires, soit on va les chercher tout seul. Hein, quand je vous dis qu'est-ce que vous avez mangé hier, vous faites le travail d'aller reconstituer la scène. Soit elle est suscitée par un élément de l'environnement, comme ça arrive à Edith, qui, en revenant dans la cuisine, tout d'un coup, revoit la scène d'enfance avec le restaurant chinois qui livrait, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mémoire épisodique, elle est représentée, alors ça c'est le paradigme neurologique, hein, par un état de votre cerveau. Un état, c'est-à-dire une activation d'un réseau de neurones
qui va constituer tous les éléments de la scène que vous allez revivre mentalement. Et pour susciter cet état du cerveau, eh bien, il faut pouvoir rentrer par l'un des nœuds. Donc si je vois tout d'un coup, je suis dans la rue, je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 20 ans, 30 ans, au moment où je le vois, je vais susciter cet état qui fait que je vais connecter le prénom, le nom de la personne, quand est-ce que je l'ai vu, quand est-ce que... Vous voyez, je reconstitue cette scène, et c'est ça qui me fait revivre les choses. Et donc c'est ce qui arrive à partir de la Madeleine ou à partir des éléments de la maison, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un élément d'environnement qui a suffisamment de poids dans les réseaux qu'on a encodés à l'époque, eh bien on va ressusciter cette reviviscence, cette réminiscence de ces souvenirs. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la mémoire épisodique. Et on parle de mémoire involontaire parce qu'en fait, contrairement à la recherche active d'un souvenir, là on n'y peut rien. C'est tout d'un coup une entrée dans le réseau qui réactive, pour la raison qui a été expliquée très bien par la petite vidéo, un réseau hyper connecté. Alors, pour des raisons qui sont souvent des raisons émotionnelles, parce que c'était agréable, parce que c'était effrayant, ou parce que c'était... Et qui fait que le réseau, il est prêt à être activé d'emblée, massivement, et qui fait que tout d'un coup, je revis la scène en question. Voilà, ça c'est le fonctionnement de la mémoire épisodique. Du coup, en plus de la mémoire épisodique, il y a quel autre type de mémoire Alors, il y a beaucoup d'autres types de mémoire. Là, on parle de mémoire à long terme. Alors, il y a des mémoires à court terme, des mémoires qui nous permettent juste de garder en information en tête le temps de travailler. On parle de mémoire de travail. Typiquement, je donne un numéro de téléphone qu'il faut retaper, etc. C'est l'exemple qu'on prend toujours. Je retiens la suite de chiffres, je tape mon numéro, et puis j'oublie. En mémoire à long terme, il y a d'autres types de mémoire. Donc, on a dit la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances. Tout ce qu'on a accumulé comme connaissances, qui est stocké alors, de manière très très diffuse dans le cerveau, et qui font que c'est assez solide. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre mémoire sémantique et mémoire épisodique. Mémoire sémantique, les mémoires des connaissances et la mémoire épisodique. C'est-à-dire que parfois, si par exemple je vous dis qu'est-ce que vous avez fait le mois dernier, ben, vous allez aussi étudier, vous allez aussi utiliser, je veux dire, vos connaissances sur où est-ce que j'étais. Le jeudi soir, je sais que je fais toujours ça. Vous voyez, on utilise des fois les mémoires sémantiques, donc les connaissances qu'on a sur notre activité, sur la régularité. Ben voilà, le jeudi soir, je suis à la casemate, parce que c'est le jeudi soir que je suis à la casemate, tous les jeudis soirs, je suis à la casemate. Voilà, j'ai pas besoin de me rappeler la scène, et ça va nous aider à retrouver le souvenir épisodique. Donc c'est pas complètement étanche, les deux mémoires. La mémoire procédurale, alors mémoire sémantique et mémoire épisodique, les deux premières mémoires dont j'ai parlé, ce sont des mémoires qu'on dit déclaratives. Ça veut dire que je peux dire que je me souviens. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des savoir-faire. C'est une mémoire implicite, non déclarative. C'est-à-dire que je sais faire du vélo. J'ai appris à faire du vélo, je sais faire du vélo. Comment je fais du vélo exactement ? Je ne peux pas trop expliquer. Je fais du vélo. Voilà. Et si on explique à quelqu'un, oui, le vélo, il faut redresser, puis il faut... non, en fait, je ne sais pas très bien comment expliquer. Je le sais, c'est la mémoire des procédures, c'est la mémoire des savoir-faire. C'est tout ce qu'on sait faire sans trop y penser. L'écriture est un bon exemple. L'écriture, lorsqu'on écrit, on n'est pas en train de piloter vraiment le doigt sur la feuille. En fait, on écrit le mot qu'on a en tête. On écrit la phrase qu'on a en tête. Vous voyez, et ça marche. C'est-à-dire que sur la feuille, c'est écrit. Mais je ne peux pas dire, j'ai relevé ici, j'ai écrit. J'imagine que c'est la même chose quand on conduit ou quand notamment on en débattait, quand on joue 25 heures aux jeux vidéo par semaine, on oublie la manette et les boutons et on à tel point, alors moi je prends toujours un exemple très très marrant, la conduite automobile est un bon exemple, vous conduisez toutes et tous presque, j'imagine, voilà, et je vous fais la démonstration très facilement que vous ne savez pas conduire. Et pourtant ça marche. C'est-à-dire que si je vous dis, voilà, vous êtes sur l'autoroute, d'accord ? Vous êtes sur l'autoroute, mettez vos mains à 10h10 sur le volant, allez-y. Je vais vous voir conduire. D'accord ? Et là, maintenant, vous allez faire une manœuvre très simple. Vous avez une voiture qui est un peu plus lente devant vous. Vous allez juste vous déporter sur la droite, non, sur la gauche, on double par la gauche. Vous allez vous déporter sur la gauche pour la doubler. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Regardez ce que vous faites. Faites le geste. Clignotant, d'accord, ok, très bien. Vous avez votre permis. Ensuite, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement des mains. Regardez le mouvement des mains que vous faites. Allez-y. Bougez le volant. Non. Tac. À peine, Et ensuite, tac, et vous êtes tous morts.
Ah, il y en a qui reviennent, voilà. Normalement, le geste qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Donc je ne parle pas de revenir sur la Je pense boîte qu'on double originale. plutôt par la gauche. Hein, on double par la gauche, pardon. On double par la gauche. Donc en fait, le vrai C'est ma geste... contribution, c'est pour ça que je suis là. Quand je fais ça, la plupart des gens font ce geste-là. Hein. Je me déporte et boum. puis je reviens sur ma ligne. Si vous faites ça, vous êtes dans la rambarde centrale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, et puis revenir, et puis tourner dans l'autre sens. Pas pour revenir sur sa voie, hein, vraiment pour changer de voie. Ah oui. Eh bien, on va plus que redresser. Hein. Parce que si on fait ça et qu'on redresse, Oui, on va tout- là, on va dans la barrière. Donc en fait, le vrai geste, c'est ça. Or, on ne le sait pas, en fait. Évidemment, on le fait, parce qu'on sait conduire, mais on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on sait. Voyez. C'est pour ça que c'est une mémoire qui donc déclarative. Incroyable. J'adore. J'adore. Oh, super. Merci beaucoup hein, pour cette, pour cette entrée en matière très complète. On peut relaisser du coup Edith marcher dans cette maison et redécouvrir les souvenirs de sa famille. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Alors, petit contexte, parce qu'on ne va pas faire cette histoire, pour qu'on parle du naufrage de la maison, les Finch, du coup, ce sont une famille à l'origine norvégienne, et leur ancêtre, Odin Finch, a pris sa maison, littéralement, sur un bateau, pour aller, du coup, aux États-Unis, dans l'État de Washington. Et il se trouve qu'en arrivant sur les côtes, une tempête a fait a renversé la maison originelle, et seule sa fille, du coup, Edie Finch, et son mari Sven ont survécu, et c'est de là que commence, on va dire, la malédiction des Finch, où ils meurent tous dans des circonstances un peu étranges. Mais oui, il y a bien une maison naufragée dans le lac à côté. Voilà, on ne le verra pas forcément dans notre jeu, mais c'est présent, néanmoins. Tourne. Great-grandpa Sven built music box for Barbara, along with the rest of the house. Peut-être que la clé peut servir dans le sous-sol, on ne sait jamais. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when he came in with it. Alors je vais te guider un petit peu, nous allons au premier étage pour trouver la seule porte ouverte. After Mel disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Donc tu peux regarder dans les chambres par les petits trous, mais il faudra trouver un moyen d'entrer dans les chambres. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting a portrait. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Oui, la traduction est parfois un petit peu chaoteuse. Hein. Voilà. The first thing they always want to know about is Barbara. Alors je te laisse avancer un petit peu dans l'autre sens, c'est sur l'autre côté du palier, voilà, sur ta droite après. Voilà, donc vous pouvez voir une peinture de la maison. Laying in great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping a secret.
Merci Edith. Nous sommes arrivés du coup à la deuxième séquence du jeu. Du coup, je pense qu'on peut applaudir Edith pour cette première introduction au jeu. Et je vais demander dans l'audience si jamais quelqu'un, par hasard, parmi vous s'appelle Molly, comme le chat de la maison. Pas de Molly? Est-ce que quelqu'un veut être Molly pendant un instant? Sinon, je désigne Molly. Hein. Allez, Molly, bravo Molly. Voilà, je l'ai dit. Et je vais juste, avant de te donner la manette, je vais juste nous laisser là un instant. Parce qu'on va pouvoir parler. Donc, pour t'expliquer, tu te déplaces. Tu as déjà joué aux jeux vidéo? Ok. Avec ton pouce gauche, tu te mets là, d'accord? Tu te déplaces. Avec ton pouce droit, tu déplaces la caméra. Si jamais tu n'y arrives pas, la caméra, je la fais. Et sinon, tu as un index, il est là. Et ça sert à, quand il y a la main qui apparaît, pour faire les gestes. Et des fois, par exemple, s'il faut ouvrir un livre, tu maintiens comme dans la vraie vie, et après tu tires. Avec voilà, tout simplement. Mais je vais te guider, t'inquiète. Et le temps que du coup Molly s'installe, ce qu'on peut voir là, c'est que là il y a le premier hôtel des défunts. On a du coup la grand-mère, l'arrière-grand-mère Eddie, qui a fait des hôtels à chacun des défunts. Et est-ce que il y a quelque chose dont on peut parler en neurologie par rapport aux effets du deuil sur le cerveau? Parce qu'on voit que Eddie, elle a passé énormément de temps, elle a peint le portrait de cette jeune fille qui est morte assez tôt, elle a rassemblé des objets, des photos, elle a mis des bougies, clairement pour un rituel religieux ou pas peut-être, puis elle a cousu, elle a brodé voilà, ce petite serviette. Alors, il y a deux choses que ça peut faire évoquer. La première, c'est la notion de disparition, notamment de disparition de proches ou même de parties du corps. Le fait que en fait, c'est pas complètement loufoque ce que je dis. On a en neurologie ce qu'on appelle des fantômes. Un fantôme, c'est ce qui survient après, par exemple, une amputation. Hein, quelqu'un qui est accidenté et qui va perdre un bras va percevoir la présence de ce bras. C'est-à-dire que j'ai plus qu'un moignon, et pourtant, je perçois, au bout de ce moignon, un bras qui n'existe pas, mais dont je sens qu'il peut être animé de mouvements, par exemple, il peut y avoir des mouvements, et si je ne regarde pas, je sens qu'il est là. Hein, ça, c'est vraiment des expériences qui sont fréquentes. Alors, parfois, ça peut aussi être accompagné de douleurs, et c'est même pas parfois, c'est souvent douloureux. Hein, les douleurs des membres fantômes, c'est des douleurs qui sont assez importantes, et d'ailleurs qu'on peut soigner en trompant le cerveau grâce aux thérapies miroirs, où en gros, on met un miroir en face du bras sain, et on visualise, en fait, le sujet visualise son bras en miroir à la place du bras manquant. Et ça a été démontré que ça soulage les douleurs fantômes. Hein, c'est un effet. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle pour la disparition d'un défunt? C'est parce que ce phénomène de fantôme est décrit chez les personnes endeuillées. Par exemple, la nuit dans le lit conjugal, hein, quelqu'un qui a vécu très longtemps avec une personne, a une perception de la présence à côté de lui, de la personne qui a disparu. C'est-à-dire que le fantôme est là. Pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, et ça a été démontré notamment en imagerie, hein, on a une capacité d'incorporer de l'extracorporel. Ça a notamment été beaucoup étudié sur les expertises d'outils. Des gens qui utilisent des outils extrêmement précis et de manière très fréquente. Hein. Des joueurs de musique, par exemple des instrumentistes qui maîtrisent très bien leurs outils, vont avoir une plasticité neuronale tellement importante qu'elle va prendre en compte, un peu comme un prolongement du corps, cet outil. Et du coup, on peut avoir, chez des personnes comme ça qui ont vécu très longtemps avec un proche, une sensation que ce proche, en fait, fait partie d'eux, hein, il est presque incorporé. Et du coup, lorsque la personne disparaît, eh ben, il y a une permanence, il y a une présence fantôme qui est là, notamment, alors c'est souvent décrit la nuit dans le lit, parce que il fait noir, enfin bref, là, on ne peut pas trop corriger avec la vue l'absence de la personne, et les gens vont percevoir ça. Donc, quand on parle que quand on perd quelqu'un, on perd une partie de nous, c'est finalement au sens assez littéral. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça souligne encore une fois la plasticité neuronale, qui est un point tel qu'on peut incorporer à nos représentations corticales, c'est-à-dire la représentation qu'on a du corps, hein, qui est en gros codée dans nos cellules nerveuses, des éléments qui sont extracorporels. C'est aussi vrai pour les gens qui portent des prothèses. Hein. La prothèse peut très bien être incorporée
en tant que prolongement du corps, comme si c'était une partie physique de l'organisme. Et la deuxième chose, il y a eu une neuroscientifique qui a travaillé sur le deuil et qui a fait un bouquin. Alors que je l'ai lu il y a un petit peu de temps, donc le temps est passé, j'ai un peu oublié, mais qui s'est beaucoup intéressé notamment au phénomène de rumination. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin Prix Goncourt de Brigitte Giraud, Vivre vite. Et bien évidemment qu'on l'a tous lu. Hein. C'est un petit bouquin, mais qui est... Donc Brigitte Giraud, c'est une écrivaine contemporaine, qui a écrit de très très beaux bouquins, dont celui-là qui a été Prix Goncourt quand même, et qui en fait décrit dans ce bouquin la disparition de son mari, qui a été emporté très jeune d'un accident de moto. Et en fait, dans ce bouquin, elle décrit très très bien en fait la rumination du deuil. Alors elle écrit son bouquin, c'est 20 ans plus tard, c'est longtemps après, Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, chaque petit chapitre, c'est des petits chapitres assez courts, c'est un bouquin qui fait vraiment moins de 200 pages, ça se lit très vite, vraiment je vous recommande, elle montre comment il était tellement improbable que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que l'accident de moto est l'aboutissement d'une chaîne d'événements qui chacun n'aurait jamais dû se produire. Et donc c'est en gros, et si ce jour-là, contrairement à mon habitude, j'étais pas allé faire les courses machin, j'étais pas... Et si chaque fois, s'il n'y avait pas eu ça, aucune chance qu'il y ait d'accident. Aucune chance. Et en fait, ça, c'est le phénomène de rumination. Et c'est ça qui est étudié par la neuroscientifique. Elle montre comment le cerveau endeuillé va beaucoup tourner sur... Mais comment cet événement est possible et comment est-ce qu'il aurait tout aussi bien pu ne pas se produire? Parce qu'en fait, il y avait plein d'autres possibilités. Et c'est vraiment ce que fait Brigitte Giraud. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la séquence qu'on va jouer du coup. C'est « Et si Molly n'avait pas été envoyée au lit sans dîner ?» Donc on va pouvoir voir qu'est-ce qui arrive à Molly parce qu'elle a été envoyée dans son lit punie de dîner. Donc tu peux du coup, c'est avec ta gâchette droite, ton index droit, saisir le livre et ouvrir du coup le journal de Molly. December 15th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's going to happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food is dry, but I didn't mind it. Est-ce que tu veux une assistance caméra? Ok. Tu veux regarder de quel côté? Hop. Le poisson peut-être? Au hasard. I thought about eating Christopher, but I held back. Alors, tu peux aller où là? Comment? Ok. Eh ben, on va continuer le tour de la pièce. Il y a quelque chose avec lequel tu peux interagir si tu avances vers la gauche. Bon, je sais qu'on ne voit pas bien, mais tu peux avancer vers la gauche. L'autre gauche, du coup. C'est un exercice. J'encourage à toutes celles et ceux qui n'ont jamais tenu de manette à essayer ce soir. Vous allez voir justement que c'est exactement c'est les bonnes circonstances. L'étoile de mer, peut-être, on peut essayer. Non, a priori, on ne peut pas la manger. Je vais te guider dans la pièce où on peut manger quelque chose. Ne bouge pas. Hop. Hop. Voilà, je te laisse ouvrir la porte. I kept eating and eating.
Et là, on va retourner dans l'autre pièce. Je te tourne. Hop. And then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Donc on va te laisser poursuivre le petit chat. Et pendant ce temps-là, j'ai une autre question du coup pour Laurent. C'est que là, donc vous avez bien vu qu'elle a mangé. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Des baies de houx, tout à fait, qui sont toxiques pour l'homme et qui notamment peuvent, entre autres, causer la mort, mais également des hallucinations. Et c'était ça qui m'intéressait, c'est que là, la petite fille, sans transition, elle se met à penser qu'elle est un petit chat. On verra qu'elle se pensera... tu peux sauter avec R2 vers les plateformes, normalement. Voilà. Du coup, comment ça fonctionne, le fait que quand il y a des choses qu'on peut manger et qui soudainement nous donnent des hallucinations, et d'ailleurs, ça fonctionne comment, les hallucinations, vraiment, dans notre cerveau? Alors, les hallucinations peuvent être effectivement d'origine toxique. C'est le cas, alors les baies de houx, je ne suis pas toxicologue, hein, je ne sais pas très bien ce qu'il y a dedans comme molécule, mais beaucoup de toxiques hallucinogènes sont anticholinergiques, c'est-à-dire bloquent la transition de l'acétylcholine. Et pour les gens qui ne parlent pas médecin, c'est quoi? L'acétylcholine, Oui. c'est un neurotransmetteur, c'est un élément chimique qui se trimballe d'un neurone à un autre pour transmettre un signal. Ok, là on est à mon niveau Donc quand tu dialogue. bloques l'action de neurotransmetteur, tu as des conséquences en fait sur l'activité des neurones qui transmettent cette molécule. Alors, il faut voir que nos perceptions, elles sont en fait à la frontière entre deux grands courants. Le premier, le plus évident, c'est ce qui nous vient de nos organes d'essence. Donc, ce qu'on voit va contraindre notre activité perceptive. Donc, si je vous vois, ok, vous êtes là. Mais il y a un deuxième canal qui vient influencer ça. C'est un canal qui, au contraire, vient de mes représentations internes, mes attentes, tout ce que je connais du monde, de ce qui peut se produire, etc. Évidemment, ce canal, quand je suis dans un environnement très lisible, très éclairé, très clair, le canal interne, on va dire, il est plutôt silencieux, parce que ce que je vois n'est pas ambigu. Dès que, et ça c'est vraiment notre expérience commune, dès que l'environnement est plus ambigu, la pénombre, la nuit, etc., mon activité neuronale, elle va être moins contrainte. D'accord ? Elle va être plus soumise à ce que j'attends. Par exemple, je suis dehors dans l'effet de nuit, etc. J'ai peut-être un peu peur, un peu anxieux. Je me dis, il y a peut-être des bêtes. Donc, ce que je vais attendre, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans l'ombre cachée une bête ? Donc, je vais détecter des choses qui ne sont pas forcément, véritablement, dans l'environnement. Parce que ce canal interne va prendre le dessus. Et dans les hallucinations, c'est vraiment cet équilibre entre les entrées perceptives et les attentes qui est altéré. Et par exemple, tout ce qui va venir de l'intérieur va être au premier plan, et je peux même ignorer totalement les canaux perceptifs. Donc je peux voir des choses qui n'existent pas. En neurologie, on distingue vraiment deux types de déformations de la perception. Les illusions, qui sont, un exemple typique, je rentre le soir, la chambre est mal éclairée, tout d'un coup je me dis, mais mince, il y a un chat sur mon lit. Et puis je mets la lumière et je vois que c'est un oreiller. C'était un oreiller qui faisait une forme de chat. Pourtant j'ai détecté un chat. Ça c'est une illusion. C'est un objet réel, mais qui est déformé, qui est mal perçu, parce qu'encore une fois, mes attentes ont pris le dessus. Ambiguïté perceptive, attente, animal. Les attentes, on est paramétré pour ça, c'est souvent les animaux. C'est parce qu'on a encore un cerveau pour la période préglaciaire, on a encore un cerveau préhistorique. Donc on est entouré de potentiels prédateurs et notre cerveau est là pour nous sauver. Donc on va détecter facilement les animaux. Une hallucination, c'est une perception sans objet. Là, vraiment, c'est pas un objet qui est déformé, c'est que je vois quelque chose qui n'existe pas.
Et cet élément-là, il n'est pas dans mon environnement, il vient de mon cerveau. Donc en fait, on ne peut pas avoir d'hallucination de quelque chose qu'on ne connaît pas. Vu que ça vient de nous, il faut forcément que ce soit quelque chose qui fait partie de notre domaine de représentation. Alors, pas forcément, parce qu'en fait, tu as la faculté de combiner beaucoup de choses qui viennent d'horizons très différents. Donc tu peux très bien, moi je peux très bien là, ici, j'imagine une chèvre à tête de girafe. J'ai jamais vu de chèvre à tête de girafe, Ah bon? mais je fais un effort d'imagination, je le vois. Tu vois. Donc on peut combiner des choses qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que je peux imaginer une tête de girafe si j'ai jamais vu de girafe, par exemple? Ah non, tu Là, vois. non. Ok. Ça marche. Alors, avant de sauter, Molly, on va du coup prendre le relais, parce que là, tu es Molly chat. J'ai besoin de quelqu'un qui a la capacité d'incarner une chouette. Qui se sent un peu chouette dans l'âme ce soir? Ou un peu hibou? Pour aider Molly. Non, je désigne, hein, comme d'hab. Hein. Et bien, du coup, viens rejoindre Molly, du coup, parce que Molly est pleine de multitudes. Du coup, nous avons Molly chat et nous avons Molly hibou qui vient la rejoindre. Du coup, voilà. Donc Molly, tu peux sauter quand même, hein, Molly chat. Tu peux finir ta petite escapade. Tu peux sauter pour attraper l'oiseau. Il faut finir de grimper, pardon. Je m'avance. Et donc du coup, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle elle a des attentes. On sait qu'elle aime les animaux. Molly, il y a plein de figures d'animaux dans son lit, dans sa chambre. Donc c'est logique qu'elle hallucine qu'elle est un animal parce que ça fait partie de ses attentes. C'est ça ce que tu nous dis. Exactement, exactement. Son monde intérieur prend le pas sur le monde extérieur. Et est-ce que les hallucinations sont purement visuelles ou est-ce qu'elles peuvent Pas se du traduire sur les autres sens? Alors, les hallucinations neurologiques sont très souvent visuelles, mais d'autres canaux peuvent être empruntés. Les hallucinations auditives sont extrêmement fréquentes en psychiatrie, par exemple. Hein. Donc là, on voit qu'elle entend le vent. Mais voilà, toutes les hallucinations toxiques sont quand même très, très majoritairement visuelles. Hein. L'une des raisons, c'est que l'homme est un primate visuel. Ok, donc pas besoin de t'enseigner comment être une chouette. Tu as trouvé tout seul là-dessus. Faut trouver des lapins. Alors, c'est une question peut-être un peu béotienne, mais si jamais on étudiait son cerveau au moment où elle a une hallucination, est-ce que du coup, ces canaux, est-ce qu'on verrait que ses muscles s'activent, ou est-ce que comme si elle vivait vraiment ce qui se passait, ou est-ce que ce serait purement les canaux de la vision, de l'imagination Alors, on verrait une activation des régions visuelles, hein, c'est-à-dire que même sans perception effective, l'activité des aires visuelles va être plus importante s'il y a une imagerie visuelle interne. Et si elle a des actions motrices, on verra tout à fait l'activation des régions motrices. Hein. Le fait de voir quelqu'un bouger, si je bouge comme ça la main, vous allez activer dans votre cerveau les régions qui vous feraient bouger la main comme moi. Ok. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. I started choking, but I couldn't stop eating. I was a shark. Et oui, plot twist, tu es aussi un requin. Bah allez, hein, on te regarde. Hein. Allez, on l'encourage là, faut qu'il y arrive. Ah là, ça c'est bien, voilà, c'est un beau requin ça. Donc là, on a établi que dans toute cette séquence, là, Molly, elle est principalement en train d'halluciner. Mais j'ai une question un peu connexe par rapport à l'imagination des enfants pour toi. Les enfants ont cette capacité de se croire vraiment dans leurs histoires, ou en tout cas d'y croire à mordicus un peu plus que nous, on ose se l'admettre en tout cas. Est-ce qu'il y a une différence neurologique dans la manière dont l'imagination d'un enfant travaille par rapport à celle d'un adulte, ou dans la différence de perception du réel? Est-ce que c'est vraiment vrai pour un enfant quand sa peluche lui parle? Alors, ce qui se développe avec le temps, avec le développement, surtout à l'adolescence et jusqu'à un âge adulte
assez avancée, enfin, dans le sens où on sait que le développement du cerveau se poursuit jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, à peu près. Hein. Et après, C'est foutu, notamment... a priori. Hein Après, c'est foutu, c'est ça? Non, après, il y a d'autres choses qui se mettent en place, hein, c'est pas fini. Mais plus en tout cas le développement cérébral lui-même. C'est ce qu'on appelle les aires préfrontales, et notamment des aires qui sont dans ce qu'on appelle le contrôle cognitif, c'est-à-dire qui, en gros, évaluent en permanence la validité de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de penser, de ce qu'on est en train de... Donc, en gros, le contrôle comportemental et cognitif. Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Et alors, parmi ce contrôle, il y a un dispositif qui a été étudié par un neurologue de Genève, pas très loin d'ici, qui s'appelle Armin Schneider, qu'il appelle le filtre de réalité. Et ce filtre de réalité, il l'a notamment étudié lorsque, à nouveau, la neurologie nous l'apprenait. Il pouvait être mis en défaut dans des gens qui ont des lésions cérébrales et qui font qu'ils vont adhérer très fortement à des récits inventés, complètement fabulatoires. Et en fait, ce filtre de réalité, c'est ce qui vous permet de temps en temps de vous dire « Ah bah tiens, si j'étais pilote d'avion, ah tiens, ça serait bien que là, le type me donne... à la banque me fasse un chèque de 1 million d'euros. J'ai le droit de penser ça. Ça s'appelle la fantaisie, et on a tous des idées fantaisistes de temps en temps qui nous passent par la tête. Et en même temps, on sait très bien qu'on se raconte des histoires. Okay. C'est-à-dire qu'en ayant ces dispositifs-là... Donc pas de chèque d'1 million d'euros à la banque voilà, demain. On peut très bien s'inventer ça, mais ça reste un jeu, on joue avec ces idées-là, en gros, on leur fait pas passer le test du filtre, on sait que c'est pas vrai. D'accord. Et inversement, il y a des choses auxquelles on adhère. Alors, ce filtre, eh ben, il se met en place avec le développement. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas un filtre de réalité aussi puissant que quelqu'un qui a terminé son développement préfrontal. D'accord, donc tout ça, c'est dans le cortex lobe préfrontal. Donc c'est la faute de mon lobe préfrontal si j'ai pas un chèque d'1 million d'euros à la banque. C'est ça, c'est noté en tout cas. Ou si j'ai arrêté de croire que ma peluche me parlait. Voilà. Ou que je pouvais être un astronaute. Voilà. Oui, pendant ce temps-là, je ne l'ai pas dit, mais t'es devenu Cthulhu. Hein, voilà, c'est... Oui. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Je me demandais, les gens qui écrivent des histoires, du coup, les écrivains, les auteurs et tout ça, est-ce que c'est des gens qui, justement, leur filtre est un peu biaisé? Enfin, je pense que c'est des gens qui savent très bien qu'ils sont en train d'écrire une histoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire la différence entre ce qui est leur vie réelle, par exemple, et l'histoire qu'ils inventent. Hein. Je veux dire, est-ce que plus le filtre est développé d'une certaine manière, moins on a d'imagination? Non, pas du tout. Non. Je pense qu'on peut très bien inventer des histoires extraordinaires, tout en sachant qu'elles sont complètement extraordinaires et qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Les gens qui ont une altération de ce filtre, c'est plus des gens qui vont croire un petit peu des choses qui se racontent eux-mêmes et qui n'ont pas trop de lien avec la vérité, enfin avec la réalité. Donc tout va bien, les auteurs ne sont pas des fous. C'est ça, ça nous rassure. Voilà, donc dans cet extrait-là, on aurait tout à fait aussi pu parler de troubles du comportement alimentaire ou des terreurs nocturnes, etc. Mais comme vous avez pu voir, on peut parler de plein de choses en même temps pendant qu'un requin se roule sur une colline. Donc on a pu voir voilà, le récit de Molly, qui est morte du coup à 10 ans après avoir mangé du hou, mais qui a priori vécu la meilleure nuit de sa vie ce soir-là quand même là-dessus. On peut remercier du coup Molly chat et Molly requin hibou Cthulhu. Merci à vous. Là-dessus. Et ça tombe, je regarde l'heure qu'il est et ça tombe bien, on a encore le temps pour quelques petites histoires pour pouvoir écouter ce que nous dit Laurent. On ne sait jamais, je le pose quand même. Y a-t-il un Lewis dans la salle? Pas de Lewis? Alors, est-ce que quelqu'un se sent d'être Lewis? Pour cela, il vous faut, je vous préviens, 2 pouces. En même temps. Vous allez jouer à 2 jeux en même temps avec 2 pouces. Tu te sens bien? On applaudit Lewis alors, super. Alors, 2 jeux en même temps avec
avec 2 pouces, tout à fait. Donc c'est pas difficile, tu as un pouce gauche, il va là, tu as un pouce droit, il va là. Voilà. Normalement, c'est tout ce dont tu as besoin. Donc là, on a pu faire le jeu depuis le début jusqu'à maintenant, mais je vais sauter un petit peu dans l'histoire, parce que comme vous avez vu, j'ai quand même fait le jeu avant vous. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous avez compris. C'est pas grave. Pendant que tu avances, du coup, c'est pas grave, je vais vous décrire du coup une scène qu'on ne fera pas, parce qu'elle est vraiment à la fin du jeu et on n'a pas 2h30 là-dessus. Il y avait une scène du coup où un jeune homme, Lewis, du coup le frère de Edith, a un métier un peu pénible, c'est qu'il est trancheur de tête de poisson à la poissonnerie. Et son seul métier dans la vie, c'est, avec sa main droite, de prendre le poisson, de l'amener à la guillotine et de jeter le corps du poisson. Et du coup, Lewis, pour supporter son emploi, il commence à s'inventer toute une histoire qui apparaît du coup sur l'écran. Et il s'invente toute une vie alternative où il devient roi du pays de Louisland là-dessus, au point que la réalité lui devient absolument insupportable et que, je vous spoil un petit peu la fin, il finit par se suicider là-dessus. Du coup, la question que je vais te poser, du coup, Laurent, et qui va être en lien avec la petite histoire qu'on va développer là, de toute manière, avec l'histoire de... Comment il s'appelle déjà? Sam? Calvin, pardon, avec la petite histoire de Calvin, c'est comment fonctionne notre imagination et notamment le daydreaming. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça, pour le daydreaming. Comment ça se fait qu'on est capable, pendant qu'on est en train d'être en cours, par exemple, pour certains, un exemple tout à fait fortuit, ou d'être en train de travailler, de s'imaginer toute une histoire dans notre tête pendant ce temps-là? Et est-ce qu'on est vraiment capable, d'ailleurs, d'être multitâche comme ça? Alors, effectivement, il y a un terme français pour ça, c'est le vagabondage mental. Vagabondage mental, c'est en gros l'activité qui se passe dans notre cerveau quand on n'a rien à faire. Alors c'est intéressant parce que c'est une découverte, alors je parle du point de vue neuroscientifique, hein, une découverte qui est assez récente et qui vient du développement des techniques d'imagerie cérébrale. Vous savez, début des années 90, on découvre qu'on peut faire des images avec le cerveau dans son fonctionnement. Donc l'IRM était déjà établi, l'IRM faisait des images anatomiques, et on s'est rendu compte qu'on pouvait sortir un signal qui reflète l'activité des réseaux de neurones en lien avec des tâches. Et au début, on a fait faire par exemple, des tâches simples, hein, du type je bouge 2 doigts comme ça, et puis on faisait des images de contraste, c'est-à-dire qu'on bouge comme ça pendant un certain temps, on arrête, on rebouge, on arrête, on rebouge, et on fait la différence entre les images du cerveau pendant que je fais ça, avec les images où je fais rien. Et on a fait ça dans plein de domaines qui permet de dire, bah oui, quand je bouge 2 doigts, eh ben, j'active les régions motrices de la main, des doigts, etc. Et si je montre des images, par rapport à pouvoir avoir d'images, je vais avoir une activation des aires visuelles, etc. Et on a fait comme ça toute une cartographie. Vous avez sûrement croisé ces images, parce qu'elles sont assez diffusées, hein, des images du cerveau avec des taches comme ça de couleurs qui montrent que bah, quand on fait ci, on a ça, etc. Et puis, au début des années 2000, il y a un neurologue américain qui s'appelle Marcus Reichel qui a dit « Ok, c'est bien beau, mais en fait, quand on dit aux gens maintenant vous faites rien, ben en fait, on ne fait pas rien. » C'est-à-dire que la consigne qu'on passe aux volontaires, bougez les doigts, arrêtez-vous, bougez les doigts, arrêtez-vous, ben, il est intéressant de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque justement il n'y a pas de tâche. Et il a montré en reprenant toutes les datas qui avaient été acquises que lorsqu'on ne fait rien, eh bien, en fait, on active un réseau qu'il a appelé le réseau du mode par défaut, parce que ça fonctionne comme un écran de veille sur l'ordinateur. Hein, un ordinateur, vous faites des tâches, vous arrêtez, à un moment donné, il y a un écran de veille qui se met en place. C'est-à-dire qu'il fait ça. Et donc ce réseau du mode par défaut, c'est le moment où en fait, on n'a plus rien à faire. Vous imaginez, vous êtes allongé dans une machine, l'expérimentateur vous a dit là, faites rien. Et bien en fait, vous ne faites pas rien. Vous laissez votre esprit divaguer. Vous vagabondez dans votre tête. Exactement comme le jeune enfant est en train de rêver qu'il vole dans l'espace alors qu'il est sur un toboggan, sur une balançoire là. Donc c'est une autre histoire, mais qui vient parler aussi de ce vagabondage mental. Là. Le gamin, on voit qu'il est en train de divaguer en même temps. Enfin, c'est ce que la narration nous dit. Il a envie d'être astronaute. Et alors, en fait, ce vagabondage mental, alors effectivement, si on est sujet d'une expérimentation en IRM, c'est là qu'on va le faire. Et en pratique, dans la vie de tous les jours, on est quand même souvent en train de faire des tâches. Hein, là, vous m'écoutez, là, je parle, on fait des tâches, et très souvent, on fait des tâches. Et il y a peu de situations pour lesquelles, en fait, on n'a rien à faire. On ne va pas s'installer devant un mur blanc en disant « bon, maintenant, je vais vagabonder un petit peu ». En fait, c'est pas ça. Et en fait, les situations qui sont le plus favorables au vagabondage mental, c'est les situations où on fait une activité qui est un peu répétitive, qui est assez routinière, qui n'est pas très exigeante. Hein,
et qui va libérer en gros cette activité de vagabondage. Typiquement, c'est la marche. Je marche, et bien je peux d'un coup mettre en branle cette activité autonome qui va tripoter ce que j'ai en tête, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, le passé, le futur, faire tourner des scénarios. Libre cours. D'autres activités typiques, c'est le tricot. Hein, les gens qui font du tricot, alors qui en font bien, moi j'en fais trop mal, mais les gens qui font bien, pour qui ça ne demande aucun effort, ben, ils vont tricoter, et là, ils vont s'évader, ils vont partir. Voilà. Et donc, typiquement, l'activité que tu décris, hein, de couper, Oui, quand c'est répétitif comme ça, c'est typiquement une activité qui est parfaitement propice au fait de laisser partir. Alors, du coup, c'est devenu un sujet vraiment d'intérêt pour les scientifiques, hein, le vagabondage mental, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était extrêmement bénéfique pour le cerveau, à plein de points de vue. D'abord, ça favorise beaucoup la créativité, parce qu'en fait, on combine des choses qu'on a en tête, qu'on n'est pas forcément amené à combiner au quotidien. Hein. On va aller chercher des infos, les associer avec d'autres infos, etc. Donc on va être créatif. Ça va favoriser la résolution de problèmes, c'est-à-dire que beaucoup de problèmes sont résolus pendant cette activité de vagabondage. Bref, c'est très bénéfique. Et pourtant, c'est extrêmement coûteux pour le sujet. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'expériences assez rigolotes à faire, hein, qui sont que, en gros, c'est vite assimilé à je fais rien, je m'ennuie. Il faut que je fasse une tâche. On a une espèce d'appétence pour la tâche. Hein. Typiquement, lorsque on est en train d'attendre quelque chose, le bus qui n'arrive pas, et bien plutôt que de vagabonder, je vais sortir mon téléphone et puis je vais scroller, ou je vais regarder mes mails, ou des machins, hein, parce que c'est bien les tâches. Les tâches, je peux avoir des infos rapides, etc. Alors que vagabonder, ben, on ne sait pas très bien où on va. Des fois, ce qu'on va brasser, c'est pas super sympa. Ça peut être des soucis, des préoccupations, des angoisses pour le lendemain, etc. Donc, il y a une incertitude qui est pas forcément très plaisante. Et pourtant, encore une fois, c'est bénéfique. C'est une activité à encourager, le vagabondage. Je vous encourage à vagabonder. Mais, voilà, c'est pas un jeu à somme nulle. Des fois, ça peut être un petit peu stressant. Donc, parfois, on se rabat sur une tâche. Et la tâche la plus simple sur laquelle on se rabat, c'est le téléphone. Oui, il y a une question là-bas. Oui, j'ai une question par rapport à l'expression. Quand on se dit, quand on demande à quelqu'un de ne penser à rien, Voilà. est-ce qu'on a tenté l'imagerie de quand le sujet en fait se force à voir l'état de fond, est-ce qu'on arrive en fait à contourer quand il se force en fait à ne penser à rien, que ça reprend le dessus parce que justement il veut ne pas penser à rien. Voilà. Alors, en fait, ce dont vous parlez, c'est vraiment ce qu'on assimile à la méditation pleine conscience, c'est-à-dire arriver à ne pas du tout avoir cette activité. C'est vraiment pas du vagabondage, hein, c'est surtout je suis dans l'instant présent et je fais qu'accueillir ce qui se passe et je ne laisse aucune pensée dériver. Hein. Alors, il y a une imagerie de la méditation. Je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne vais pas aller très loin dans la description de quels sont les réseaux, hein, mais il y a des méditants experts, par exemple, qui passent sur les imageries de type imagerie fonctionnelle pour voir les réseaux qui sont en jeu. Mais on n'est pas sur les réseaux du vagabondage, encore une fois, hein, parce que le vagabondage, il y a des pensées, En fait, la consigne qu'on donne aux gens pour les images, c'est bon, maintenant vous ne faites rien. Mais en fait, on ne donne pas la consigne ne pensez à rien, parce que c'est une consigne qui est difficile, hein, penser à rien. Donc, on ne veut pas leur créer de problème. Et la meilleure façon de tuer le vagabondage, c'est de dire maintenant, je pense à rien. Donc, Super. On va continuer un petit peu avec Calvin, qui nous a très brièvement montré ce qui était dangereux dans le vagabondage quand on fait de la balançoire. Donc, juste Calvin, voilà, tu vas pouvoir sortir de la pièce par un passage secret derrière une bibliothèque, je ne te dis pas plus, tu vas pouvoir le trouver au rez-de-chaussée, jusqu'à nous mener chez Barbara. Et Barbara, ça tombe bien, c'est quelqu'un que j'avais prévu de faire. Donc, ouf, heureusement, tout est sauvé. Voilà, avance-toi un petit peu plus et c'est sur la gauche. Là, tu as reculé. Compliqué, la gauche, la droite, devant, derrière, finalement. Hein, oui. Voilà.
Elle a une architecture compliquée, cette maison, quand même. Oui, oui, tout à fait. Hein, Je suis un peu perdu. Alors, l'excuse, c'est que Sven, du coup, le mari de Eddie qui a construit cette maison, il est charpentier. The passages were a pretty tight Et tous les fit. charpentiers savent faire ça. They'd obviously Voilà, been c'est, built for smaller hands Mais on est than d'accord que these. c'est un peu la maison de rêve de nos rêves d'enfants, avec ses passages secrets derrière les bibliothèques, etc. hein. Voilà, donc on entre dans la chambre de Barbara cette fois-ci. Du coup, je pose la question, on ne sait jamais, y a-t-il une Barbara dans la salle I always thought of Toujours pas Barbara as a child de Barbara star. Eh bien, dans ce cas-là, tu sais quoi, Calvin, c'est toi qui vas nous dire qui est Barbara ce soir. Oui, j'ai changé d'avis. C'est toi qui décides. Non, tu joues pas le jeu. Bastien, il trépigne. Bastien, Barbara, c'est les deux mêmes, ça commence par la même lettre. Hein. Christian? Si, c'est très fort. Christian, il joue très très fort. Donc, nous avons notre Barbara. Donc Barbara, comme vous voyez, c'est une jeune fille qui a eu qui a eu une carrière d'actrice en tant qu'enfant. Elle a été une petite fille très célèbre pour son cri dans un film de série B de Bigfoot. Et ce qui est intéressant par rapport à Barbara, c'est même pas tant Barbara elle-même, vous allez voir, c'est plus le rapport à la peur et à l'horreur qu'elle suscite. Et également ce qui va arriver à son frère Walter, si on a la chance de jouer jusqu'à Walter ce soir, on verra. Donc on va aller enquêter un petit peu sur Barbara ce soir. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Et du coup, la première question, c'est comment ça se fait qu'on puisse être fan d'horreur? Moi, j'ai jamais compris ça. Comment ça se fait qu'on puisse aimer se faire peur, comme ça, dans notre cerveau? Alors, peut-être qu'on revient un petit peu aussi sur le fait qu'on sait que c'est pas pour de vrai. Donc, avoir des émotions négatives
lorsqu'on sait que c'est pas pour de vrai, ça désamorce le côté négatif. Et en fait, souvent dans les amateurs de films d'horreur, amateurs, amatrices, il y a du rire en même temps que les cris. Donc les gens ont à la fois très peur et en même temps derrière on rit pour désamorcer la peur. D'accord. Et je sais que tu l'avais un petit peu abordé quand tu étais venu pour la première fois faire ce genre d'intervention, parce que ce n'est pas la première fois que Laurent vient nous faire une émission de ce type. Tu avais parlé du mécanisme de la peur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, tout simplement, la peur comment ça se fait qu'on se liquéfie comme ça? Alors, la peur est une émotion. Les émotions, en gros, c'est ce qui va donner une valence à notre comportement. On est encore à l'état de bactéries, hein, et on va aller vers un stimulus ou on va s'en retirer. On va s'approcher ou on va s'éloigner. Les émotions positives, c'est ce qui va avoir tendance à nous rapprocher les uns des autres. La joie. En revanche, tout ce qui est négatif va nous conduire plutôt à nous protéger. Le dégoût, la peur, vont plutôt nous retirer. Donc c'est vraiment ça le but, hein. Les émotions, c'est des états physiques du corps qui nous permettent de nous protéger ou au contraire de nous approcher. Et ça, c'est vraiment la base. Ensuite, dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le système limbique, le système responsable de ces états physiques. C'est-à-dire que c'est très connecté avec le système nerveux autonome qui va commander des facteurs respiratoires, cardiaques, qui vont en gros donner un état corporel, hein, qui va être propice par exemple à l'action. Hein, si j'ai peur, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai la respiration qui devient rapide, parce qu'il faut que je sois prêt à déguerpir, fuir, me protéger quelque part. Donc tous ces états sont d'abord les états du corps, et ensuite, et seulement ensuite, hein, ça c'est le psychologue américain William James, et ensuite, plus récemment, tout le courant de ce qu'on appelle la cognition incarnée, qui dit que la cognition, elle est d'abord dépendante des états physiques du corps, qui nous dit, c'est que une fois qu'on a ces états physiques, j'ai la respiration qui s'accélère, je transpire, j'ai le cœur qui bat vite, etc., c'est que j'ai peur. Et non pas dans le sens, on a tendance à penser que j'ai peur, donc j'ai tout ça qui se passe. En fait, j'ai ça qui se passe. Un bon exemple de ça, c'est une des spécialistes actuelles, une des meilleures spécialistes actuelles des émotions, qui s'appelle Lisa Barrett, qui raconte très bien, alors ensuite elle a développé une théorie scientifique et des expérimentations qui vont dans le sens, hein, mais elle dit très bien que jeune étudiante, elle arrive dans un amphi de première année, et elle s'assoit à côté d'un garçon qu'elle ne connaît pas. Et tout d'un coup, elle se sent bizarre, un peu chaude, il y a un petit vertige. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je tombe amoureuse de ce garçon? Je sens des choses bizarres. Et puis elle rentre chez elle, et en fait, elle avait 39 de fièvre, et elle avait la grippe. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on élabore, on construit nos sentiments en fonction de nos états physiques. Mais en fait, la gamme des possibles de ces états physiques, elle n'est pas énorme. On n'a pas tant de choses. Ce qui, en fait, va nous conduire à penser qu'on a peur, on est en colère, on est triste, c'est le contexte. C'est-à-dire que les états physiques vont dire « Ok, je sens ça ». Voilà, il y a un tueur au crochet, par exemple, qu'on vient de... Je déduis que j'ai peur parce que je regarde un film d'horreur. Okay. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Donc en fait, tout à l'heure, comme le public a pu voir, Barbara elle a donné une claque par réflexe à son petit copain qui a voulu lui faire peur. Là, c'est vraiment sa main qui a agi avant son cerveau. Ah, c'est l'espèce de réflexe dont tu parlais. Exactement. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Oui, il y a une question. Sortir par là. D'avoir un peu peur, pas trop, raconter quand même des histoires. Tout à fait. Parce que c'est vraiment effectivement la même réponse, c'est que c'est désamorcé. C'est pas pour de vrai. On a joué à se faire peur. On a joué à se faire peur. Et l'histoire, ça reste une histoire. On ferme le livre.
Moi, je rappelle, quand j'avais des petits à la maison, on avait un livre avec notamment une petite ficelle. Donc on lisait l'histoire qui faisait peur, et puis la ficelle était fermée et la peur était contenue. Donc la peur fait partie des émotions normales de la vie. Donc je pense qu'il ne faut pas protéger les enfants de tout. Donc ils peuvent fréquenter cette émotion. Là, l'avantage, c'est qu'ils savent que c'est pour de faux, mais ils la fréquentent pour de vrai. Enfin, voilà, ils la ressentent. Là, il faut descendre l'achevé, si tu te posais la question, à coup de béquille. Oui. J'ai une question par rapport à l'effet du corps, et ensuite on a une interprétation de la peur. Et du coup, comment ça marche par exemple, quand on sursaute parce qu'on a peur? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben alors, point de vue physiologique, c'est très simple, c'est qu'il y a un stimulus inattendu, inopiné, souvent assez fort, qui passe par les régions des émotions, notamment une région importante, c'est l'amygdale. Et cette région de l'amygdale, comme je le disais, elle est connectée directement à des régions qui sont importantes dans les directions du système nerveux autonome, et notamment une région qui va commander le sursaut, qui a un noyau dans le tronc cérébral, donc on est très 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 bas, très en dessous du cortex, on est très loin encore de tout ce qui est pensée, etc., et qui nous fait sursauter. Et ce noyau-là, qui s'appelle le noyau gigantocellulaire, c'est un noyau qu'on trouve chez le poisson, qui a été très étudié, parce que c'est un noyau avec des grosses cellules, qui s'appellent les cellules de Meutner, qui ont été très très utilisées par les physiologistes qui étudiaient le système nerveux, parce que c'était des très grosses cellules, et qui sont en fait des cellules qui commandent juste un mouvement de queue. C'est-à-dire que quand on tape, on ne doit pas le faire, mais quand on tape sur la paroi d'un aquarium, et ben le sursaut du poisson, c'est un mouvement de queue, et en fait c'est ça. Et c'est cette cellule qui, avec l'évolution, est devenue notre noyau gigantocellulaire. Gigantocellulaire, c'est qu'il y a des grandes cellules. On a gardé les grandes cellules comme pour la queue, sauf que le sursaut, effectivement, il est différent. Mais, en fait, pour illustrer ce que je disais, on sursaute, et puis on dit « Ah j'ai eu peur parce que... » C'est-à-dire que tout ça, ça arrive après. En fait, notre conscience est un peu là pour nous raconter des histoires à propos de ce qui s'est passé. Mais elle est très, très en retard. Ça a été timé, on sait à peu près quel est le décalage entre la prise de conscience des événements et l'événement lui-même. Et en gros, tout ce dont on prend conscience là, ce soir, par exemple, ça s'est produit en fait une demi-seconde auparavant. Une demi-seconde, c'est énorme. On est très en retard sur la réalité. Est-ce que c'est le cerveau lui-même qui est en retard ou la partie consciente de notre cerveau qui est en retard? C'est la partie consciente. Okay. Non, parce que le cerveau lui traite l'information. Okay. Et c'est pour ça qu'il sursaute, qu'il fait plein de choses avant qu'on ait conscience d'avoir sursauté. Ok, donc c'est juste nous qui sommes bêtes, pas notre cerveau. C'est ça le... Ok. Notre conscience, en fait, c'est un outil incroyable, mais elle est là pour nous accompagner dans un monde très complexe, etc. Mais elle est en retard un petit peu sur tout. Ok. Alors c'est très bien parce qu'on a parlé de sursaut exactement au moment où le personnage dans la BD a sursauté, donc c'est vraiment très bien. Oui, il y a une question. Merci. On peut juste remercier Barbara pour sa super performance. Merci Barbara. Et on peut écouter votre question. Je sais pas, on dit tout le temps que les trois actions possibles, c'est, si je me souviens bien, flee, fight et freeze, c'est-à-dire combattre, se figer ou s'enfuir. Est-ce que ça a une réalité, ça, au niveau cognitif? Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est assez établi, effectivement. Et chaque fois dépendant de circuits qui sont différents. Le freezing, c'est le fait de s'immobiliser complètement et d'être figé. Il y a pas mal d'animaux dont c'est le système de défense par rapport au prédateur. C'est-à-dire, en fait, le prédateur, il va être excité, il va répondre à un stimuli qui est mouvant. Donc, quand le stimuli est immobile, le prédateur peut s'en désintéresser. Typiquement l'opossum qui punk. Voilà, c'est ça. Et donc, soit le prédateur considère qu'il est mort et qu'il pourra revenir le chercher plus tard, donc il peut s'occuper d'autres proies, soit il y a une proie un peu plus loin qui va attirer son œil parce qu'elle bouge, elle, donc il va l'abandonner. Donc c'est une réponse qui est tout à fait importante. Ouais. Super. Je regarde juste du coup mes maîtres à l'arrière. Est-ce que nous avons encore le temps pour une séquence ou pas? Ou est-ce que le public, vous avez encore une séquence ou est-ce que vous avez d'autres questions d'ailleurs pour notre invité en dehors des séquences de jeu que nous faisons? On s'achemine doucement vers la fin de la soirée. Voilà. Si Laurent est OK, tout ça, et qu'il y a encore un peu de temps, ouais, carrément.
Donc on peut avoir une dernière séquence qui, là, si tu es OK, va peut-être traiter, alors je ne sais pas si c'est du PTSD, mais en tout cas des traumatismes et des blocages que peut avoir le cerveau. Est-ce que c'est voilà, quelque chose dans la neurologie? Je pose une question un peu préventive là-dessus. Ça va, ça marche comme sujet? Oui, bien sûr. Oui, non. OK. Et bien du coup, dernière fois que je le demande dans la salle, est-ce que nous avons quelqu'un qui s'appelle Walter dans la salle? Pas de Walter? Je sais jamais. Hein. Non. Eh bien, je vais désigner Walter. Qui je vais désigner? Ségolène, peut-être? Au hasard. Je vais dire Walter, mais tu vas être déçu parce que je n'ai pas touché à une manette de jeu vidéo. C'est ma phrase préférée, ça. C'est parfait. Donc vous allez aller dans les murs. Eh bien, c'est pas grave. On applaudit Walter, du coup. Donc Walter, pour interagir... Et parce qu'il y a... Alors, pouce gauche, il va ici, il dirige le personnage. Donc en caméra première personne, pouce droit, il va là, il dirige la caméra. Si la caméra c'est trop dur, je ferai caméra en même temps. Et quand il y a des icônes de main, comme ça, c'est avec l'index droit ici, pour appuyer. Et par exemple, pour tirer une porte, on appuie et on tire la porte. Voilà. Mais on va y arriver. Mais non. Moi, j'ai toute confiance en Walter là-dessus. Donc, je rallume juste ma manette auto-école et j'ai bien compris qu'il y en aurait besoin. Hop, voilà. Donc, Walter, on va du coup pouvoir... tu vas appuyer sur... Walter, vous allez pouvoir appuyer sur rond pour sortir du carnet, ou triangle d'ailleurs, je ne sais plus. Ah non. Ah, triangle, c'est le menu. Eh bien, ça va être du coup tirer vers le bas pour ranger votre... donc avec votre pouce gauche, tirer vers le bas, voilà. Donc là, ce qu'on a vu dans la BD, il y en a qui l'ont peut-être remarqué, on a vu comment on pouvait ouvrir la boîte à musique. Donc, est-ce qu'on n'essayerait pas de guider Walter vers la boîte à musique maintenant? Alors, il va falloir repasser par la boîte à jouer. Il va falloir donc, qui est ouverte juste devant vous, Walter. Voilà. Donc, on interagit avec index droit. Voilà, super. Voilà, vous êtes déjà pro. Et on va du coup sortir par les petits fenestrous à droite. Là? Ouais. À droite, juste après. Là où il y a les bouteilles de vin. Ouais, j'ai bien compris. Suivez les mots. Il faut que je tourne. Voilà. Et bien, poussez-le vers le haut, du coup, avec votre pouce gauche. En même temps. Oui, le multi... Voilà. Et elle était où, la boîte à musique, du coup? Oui. Et bien, on va au rez-de-chaussée, super. Non, mais là, je prends les escaliers, mais en volant. Alors, est-ce qu'on arrive à faire un 180 degrés? Super. Là, c'est un 90 degrés. Hop. Non, on n'y est pas tout à fait. Je vais te montrer tes pieds, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Allez. Allez, Walter. C'est comme la conduite, hein, si vous vous souvenez de vos premières heures de conduite, très glorieuses. Ouais, ça ressemble à une boîte à musique, je suis d'accord. Oui. Le pouce droit pour remonter la caméra vers le haut. Dans l'autre sens, vers le haut du coup. Ah. Voilà. C'est toujours pas une boîte à musique, mais on s'en rapproche. Hop. Je vais tourner la caméra à peu près dans le sens de la boîte à musique, ça va aider. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, il faut tourner la boîte à musique en tournant du coup votre pouce gauche. Voilà. En continuant. On fait le geste, oui, exactement. On fait le geste et on continue jusqu'à ce que ça dévisse la clé, hein, comme la petite BD nous a dit. Et voilà, on a la clé pour aller au sous-sol du coup. Et oui, c'était ça le... Au sous-sol, on va du coup découvrir le sort de Walter, le petit garçon qui a vu du coup en direct le meurtre de sa sœur Barbara. Et on va voir qu'est-ce qu'il en a retenu. Oui, je ne l'ai pas préfacé, mais c'est pas vraiment le jeu de la joie hein, depuis tout à l'heure, hein, même si on rigole bien. Hein. Ah bah voilà. Oui. C'est une excellente question. Je n'ai jamais essayé de casser le jeu comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit possible.
Voilà. Désolée si vous avez un peu mal de mer. C'est pas grave. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. On va continuer du coup le long du sous-sol. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Hop, je vous tourne. I thought maybe she was hiding presents. On peut faire quelque chose là sur cette page? On peut ouvrir le frigo. En se rapprochant du frigo. Jusqu'à la petite main. Voilà. Et on ouvre le frigo. Voilà. Non, non, il y a une porte comme toujours dans ce jeu. Hein. Parce qu'il était... on est déçus. Qui était déçu? J'ai entendu. On voulait le petit copain. Ah, bah oui, mais non. Et ça fait un moment qu'il est mort, lui. On se rapproche un peu jusqu'à voir la main. Hop. Voilà. Et on appuie sur la main avec l'index. Voilà, super. Sur la gauche maintenant. Oh, je suis désolée. Voilà, donc on a un espèce de bunker de guerre. Hein. Et voilà, on va pouvoir commencer l'histoire de Walter. Oui. Donc voilà, donc j'ai une question. On vient d'apprendre que Walter, il a passé 30 ans dans ce bunker depuis la mort de sa sœur. Moi, première question, c'est est-ce que c'est possible pour un cerveau ou pour quelqu'un de rester enfermé 30 ans dans un endroit sans devenir fou? Alors, je n'ai pas la réponse. Hein. Évidemment, c'est une privation qui est extrêmement importante, hein, notamment sociale. L'être humain a vraiment besoin de contextes sociaux. Et notamment toutes les histoires des enfants privés de contact, etc., sont des histoires dramatiques avec des gros troubles de développement. Hein. Donc, alors, l'une des questions qui est... Alors, encore une fois, à vérifier, hein, je ne suis pas spécialiste de la question, mais dans les histoires des enfants comme ça qui arrivent, les enfants des loups, les enfants toutes ces histoires-là, qui ont concerné toutes les régions du monde. Hein. En France, il y a eu cet enfant, alors c'est François Truffaut qui avait fait un film là-dessus, qui avait été récupéré par des éducateurs, des médecins, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire progresser. L'une des questions qui n'est pas complètement résolue, c'est est-ce que ces enfants qui avaient de gros troubles de développement ont eu des gros troubles de développement parce qu'ils avaient été isolés du monde, ou est-ce qu'ils avaient été isolés du monde parce qu'ils avaient des troubles de développement? Est-ce que ce n'est pas des abandons, des familles, etc., des gens qui avaient été mis de côté, etc., et qui fait qu'ils n'ont pas développé correctement le langage, non pas parce qu'ils étaient isolés, mais parce qu'en fait, ils n'avaient pas les facultés au départ. Et ça, pour ce que j'en sais, c'est pas complètement réglé. C'est pas réglé. D'accord. Ça pourrait expliquer notamment le fait que des enfants trouvés ont toujours eu de grosses difficultés d'apprentissage. Alors, c'est vrai qu'au niveau du développement, on sait qu'il existe des fenêtres critiques de développement qui font que, par exemple, l'écriture, la lecture, il y a une tranche d'âge où le cerveau est tout à fait propice pour développer ses facultés. Et si on passe ces fenêtres de développement, il est plus difficile ensuite de l'acquérir. Mais il n'est pas impossible. On a tout à fait les capacités adultes d'apprendre à écrire, à lire si on n'a pas appris enfant. Hein. Donc c'est ça qui est un peu surprenant. C'est pourquoi des enfants qui avaient été privés, ok, de manière très importante, etc., plus tard n'arrivent quand même pas à acquérir ça. D'accord. Ensuite, c'est des choses qui sont quand même historiques. Heureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit,
c'est quand même exceptionnel d'avoir de telles privations. Hein. Et moi, ma deuxième question, c'est que du coup, Walter, il a clairement vécu un traumatisme le jour du meurtre de sa sœur. Il croit depuis que le monstre va l'attraper aussi, et c'est pour ça qu'il se réfugie dans ce bunker pendant 30 ans. Là, on est sur le jour où Walter, soudainement, se dit, le monstre est parti, et du coup, il s'en va de son bunker. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a des marqueurs neurologiques de ce que font les traumatismes sur le cerveau? Est-ce que ça a grillé le cerveau de Walter, en fait, ce qui s'est passé? Non, alors évidemment, les traumatismes vont affecter beaucoup le fonctionnement cérébral, notamment par tout cet impact un petit peu de ce que je disais sur la connexion entre le système limbique, le système nerveux autonome, etc., qui font que certains stimuli vont être vécus de manière exagérément émotionnelle, par exemple, hein, souvent c'est comme ça que ça se passe, ou ce qu'on appelle les mémoires traumatiques, des mémoires très ancrées. Certains sujets, par exemple, ont des mémoires qui sont extrêmement fidèles, photographiques quasiment, de l'événement traumatique, notamment les gens qui ont vécu sur les scènes de bataille, les militaires, retour de bataille, etc., ont parfois vécu des événements horribles dont ils gardent une trace quasiment photographique, quoi, au détail près, ils peuvent décrire. Oui, c'est exactement ce qu'il vient de nous dire, qu'il revoit la même journée encore et encore, jusqu'à aujourd'hui, où du coup il parvient à sortir et à expérimenter autre chose là-dessus. Mais en gros, notre machine à créer des souvenirs, hein, qui est représentée par l'hippocampe, est une machine qui est extrêmement sensible au contexte émotionnel. Hein. On va bien sûr se rappeler mieux des choses lorsqu'il y a une contribution émotionnelle, évidemment. Il y a une question. Oui, sur l'isolement, effectivement, j'ai oublié le bouquin, on aurait été tiré le film de chose. Quand on a un peu travaillé en sciences humaines, en sciences de l'éduc, c'est une lecture obligée. Bien sûr. Je vous engage à lire le bouquin pour ceux qui ne l'avaient pas lu, mais sur les... Alors, je ne sais pas quel âge il a, Walter, quand il est censé être enfermé dans le récit, là. Walter, il avait, je crois, 7 ans quand sa sœur est morte, et du coup, on peut voir sur cette date, il est né en 52, il est mort en 2005, il est mort à 50 ans, donc il est resté 30 ans dans le bunker, voilà. Donc a priori, il n'est pas allé dans le bunker à 7 ans, vu qu'il a passé 30 ans dedans, mais bon, en tout cas, voilà. Il avait une vingtaine d'années, il était voilà, déjà. c'est ça. Parce que sur les isolements, il y a un excellent film aussi qui s'appelle 10 000 jours, qui est français, qui est sorti sur un phénomène connu, c'est les soldats japonais qui ont refusé de sortir de la jungle après la Seconde Guerre mondiale. Et je vous engage vraiment à voir le film qui est magnifique. Et le dernier a dû sortir dans les années 75. Donc le gars, il est resté. Donc à un moment, il était tout seul, c'était 3, ses compagnons sont morts, et lui, il refusait de sortir tant que l'empereur ne lui donnait pas la preuve que la mission était terminée. Il y a eu beaucoup de cas, c'est documenté, vous trouvez les récits sur internet, il y a plein d'historiens et de gens qui se sont penchés dessus. Et donc le gars est quand même resté isolé plusieurs dizaines d'années, seul. Voilà, sur les cas d'isolement. Et puis bon, pour pas citer aussi le bouquin de, je sais pas comment elle s'appelle, Miss Campouche aussi, qui a quand même été emprisonné par un raptor d'enfants dans un bunker pendant aussi, je crois, 10 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a quand même des cas documentés, effectivement, là-dessus. Mais le cas du japonais, c'est super intéressant parce qu'il a écrit là-dessus, il a témoigné après quand il a été récupéré par, je crois que c'était des Indonésiens, il était sur une île du Pacifique. Donc il y a plein de documents là-dessus, il y avait des mangas publiés dessus, et c'est vraiment intéressant par rapport à justement la perception qu'il a eu de ça et la réflexion a posteriori, comme il était adulte quand il s'est isolé, de la conscientisation qu'il a de sa situation et de la réflexion sur ça. Voilà. Avant de prendre la question, c'est juste pour, on va pouvoir remercier Walter de s'être prêté au jeu et de s'être lancé dans le bain, surtout pour une première fois. Qui n'a même plus eu besoin de la moindre indication sur la deuxième moitié, d'ailleurs, qui avait vécu sa vie, Walter, là-dessus, donc bravo. On arrive du coup à la fin des extraits des jeux vidéo que je peux vous proposer, parce que, vous le remarquerez juste, vous avez Grégory qui est né en 1976 et mort en 1977, je ne vous l'infligerai pas, voilà, donc nous arrêterons avant de faire Grégory là-dessus. Mais voilà, si vous avez du coup encore des questions, c'est le moment de pouvoir poser des questions à Laurent là-dessus. Juste dernière petite chose, donc ce jeu vidéo, What Remains of Edith Finch, il se termine en à peu près 3 heures maximum. Donc si jamais vous avez jamais joué au jeu vidéo, c'est un jeu que je peux vous recommander. Vous avez vu qu'il est très simple à manipuler. Il se termine en 3 heures, il est sur des histoires vraies, sur de l'intime, sur du vécu qui nous concerne un peu tous et toutes. Ça peut être avec beaucoup de lecture, donc un peu similaire à d'autres genres, un peu comme un livre ou un film. Il est très linéaire, il n'y a pas de choix à faire. Du coup, c'est une bonne première entrée
Pour celles et ceux qui voudraient découvrir un petit peu le médium, voilà, c'est la petite pub. J'ai pas de part d'action, c'est juste un de mes jeux préférés, hein, mais voilà, je trouve que c'est un bon support. Et vous avez vu, on a parlé d'un tas de choses à partir d'un jeu qui en fait 3 heures maximum, quoi. Donc là-dessus, voilà. Et je te laisse la parole, Zineb. J'avais une question sur du coup, le fait qu'il est resté, soit resté 30 ans dans un bunker, ça pose la question de la perception du temps. Du coup, je me posais la question de façon générale, comment est-ce qu'on perçoit le temps au niveau du cerveau et à quel point rester isolé sans indicateurs peut-être plus naturels, ça a des effets là-dessus. Il y a des expériences là-dessus, notamment de séjours prolongés dans des grottes, pour vraiment avoir aucune indication de lumière. Hein. La lumière est un grand synchronisateur hein, de nos horloges internes. Et effectivement, il y a une dérive un petit peu dans l'appréciation du temps. Les gens qui sont comme ça isolés, je crois que c'est Michel Chiffre qui avait passé 6 mois, je crois, hein, dans une grotte privée de tout. Et les cycles dans lesquels il s'inscrivait étaient bien plus longs que nos cycles de 24 heures. Donc, il y a effectivement... Alors que lui, il n'avait pas l'impression, hein, il a l'impression de faire des journées normales. Il n'avait pas l'impression d'avoir des journées de 36 heures. Hein. Donc effectivement, on a une perception subjective, une horloge interne, qui nous permet même d'estimer, et c'est comme ça que les expérimentations sont faites, hein, c'est qu'on par exemple, on donne deux tops, et on demande aux gens d'estimer le temps qui s'est écoulé entre 2 tops. Et en fait, on est assez fiable. Alors ensuite, ça c'est un peu l'estimation chronométrique, il y a quand même un temps subjectif qui est très marquant, hein, qui explique par exemple le fait que le trajet retour paraît toujours plus court que le trajet aller. Hein, ça, c'est une vérité générale de quand on fait un voyage, ben, à l'aller, ça paraît super long, et au retour, finalement, c'est pas si long que ça. Voilà. Et ce qu'on pense, c'est que ce temps subjectif, il est composé d'unités qui sont des unités d'information nouvelles. C'est-à-dire qu'une information nouvelle, quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, eh ben, ça va plus mobiliser nos facultés en général, hein, il faut traiter une information nouvelle, donc je découvre un trajet que je ne connais pas, il y a une maison là, un trajet sur lequel on revient, c'est un trajet qui va paraître plus court parce qu'en fait c'est déjà connu. Et que le cerveau va vite évacuer ce qu'il connaît, ok je connais, et il va s'arrêter. On a des cerveaux qu'on appelle néophiles, on aime la nouveauté. Alors, on aime d'autant la nouveauté qu'on est jeune, hein, un enfant, il découvre la nouveauté. Et ça explique aussi un autre caractère de la perception du temps, qui est que le temps passe plus lentement lorsqu'on est jeune que lorsqu'on est vieux. Il y a même des psychologues, alors je ne sais pas trop ce que ça vaut, hein, je vous donne l'info, mais qui ont estimé où était le milieu de la vie subjective, c'est-à-dire en temps perçu, hein, et ce milieu de la vie subjective, ils l'ont placé à 17 ans. C'est-à-dire que le temps qui passe de 0 à 17 paraît aussi long que le temps qui passe de 17 à 90. Voilà. Je crois que je préfère la marque 25 ans pour le cerveau qui grandit, hein, finalement. C'était pas si mal. Mais pas honnêtement, c'est vrai que quand on se souvient de notre enfance, oui. Tout était super long. Surtout, tout va très rapidement maintenant à nos grands âges de 30 ans et plus. Voilà, mais pas si loin. Voilà. Oui, une autre question ? Tout le long du jeu, on a une voix en fond et des textes devant nous. Du coup, ça me fait penser à notre petite voix, lorsqu'on ne parle pas, mais la voix qu'on a dans notre tête. J'ai du mal à visualiser comment c'est possible. Enfin, ça me fascine que ce soit possible. Et surtout le fait que certaines personnes, apparemment, n'ont pas cette petite voix. Alors, on a à Grenoble une grande spécialiste de la petite voix dans la tête qui s'appelle Hélène Lovenbruck, hein, qui est vraiment l'une des spécialistes mondiales et qui est quelqu'un d'incroyable. On vous invite à aller voir. Elle fait parfois des conférences, il faut aller l'écouter, elle est géniale. Et elle a notamment montré qu'effectivement, on a tous des petites voix différentes. Certaines n'en ont pas. Et même la petite voix dans la tête, elle est plus ou moins développée. Hein. Il y a des gens qui vont vraiment avoir une petite voix complète avec des phrases, etc. Et puis d'autres où c'est beaucoup plus condensé, en fait. Hein, où la voix, c'est en fait des suites de petits mots, puis ça suffit, j'ai compris, c'est bon, ça va, on passe. Voilà. Donc, grande variabilité hein, d'une personne à une autre dans ce qui tourne effectivement dans la tête. Et ça pose aussi une autre question qui est, ok, les gens qui n'ont pas cette petite voix, qui va commenter, tiens, je suis en train de parler au public, qu'est-ce qu'ils ont, en fait? C'est quoi leur pensée? On a tendance un petit peu à résumer la pensée au langage, mais c'est un peu
un raccourci, hein, notamment l'expérience des gens qui ont des aphasies, dont ils les récupèrent, c'est-à-dire qu'ils font l'expérience de la perte du langage, disent que le fait de ne plus avoir de langage, y compris donc pas de langage dans la tête, ne leur empêche pas de savoir ce que c'est. Et en fait, une expérience qu'on peut avoir, c'est le mot sur le bout de la langue. C'est-à-dire que, ok, je sais ce que je veux dire. En fait, je sais. C'est juste que je n'ai pas le mot. Donc, je n'ai pas le mot dans la tête qui veut dire ce que je veux dire, mais je sais. Autrement dit, et c'est un sujet sur lequel je suis assez convaincu, hein, il existe une pensée sans langage. Même si ça paraît un petit peu... on a du mal à penser ça, hein, mais il y a une pensée sans langage qui est une pensée en concept. Est-ce que c'est celle qui nous permet, par exemple, de visualiser une pomme, de visualiser l'espace en 3D dans notre tête, ou de faire tourner une pomme dans notre tête? C'est différent, c'est l'imagerie. Lorsqu'on parle de pensée, c'est une articulation de concepts qui, alignés bout à bout, vont produire un effet de pensée. Ok, donc pas juste une pomme, du coup. Pas juste une imagerie visuelle, je vois une pomme. Ok, voilà. ça marche. Oui. J'avais une question sur ce principe de penser sans les mots. Est-ce que les mots viennent quand même... en fait, le vocabulaire enrichirait pas notre vision du monde et donc vient le nuancer et on n'aurait pas une pensée plus construite ou du coup, c'est pas du tout le cas? Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le langage est quelque chose qui nous permet de formaliser les choses, hein, pour les communiquer par exemple. Hein, c'est quand même évident qu'on peut communiquer. Si je communiquais par concept, c'est plus difficile de se comprendre ce soir. Donc le langage est quelque chose qu'on partage, mais qui même, dans notre fort intérieur, nous permet de formaliser notre pensée pour nous-mêmes, hein, d'être en capacité de la développer de manière plus lisible. Hein, voilà. Mais c'est pas toujours nécessaire jusqu'au bout. C'est-à-dire que parfois, il suffit d'articuler des concepts sans forcément aller jusqu'à la formulation en langage pour « ok, j'ai compris, je vois ce que je veux dire ». Enfin, voilà. Oui. Dans le film L'Auberge espagnole, à un moment donné, le personnage, il rêve, et il rêve qu'il oublie sa langue maternelle. Il se met à parler qu'en espagnol, il ne sait plus parler français. Bon, c'est un film, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des cas comme ça de personnes qui, suite à un choc, se mettaient à parler très très bien une langue qu'ils n'avaient appris que 20 ans auparavant, ou des choses comme ça. Ça existe vraiment ou c'est un peu du bullshit? À mon avis, non, ça ne doit pas exister. Ce qui existe, c'est le langage, l'accent étranger. Donc, par exemple, à la suite d'un AVC, le fait de se mettre à parler avec un accent étranger, ça arrive. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que l'accent étranger, en fait, il est dans l'oreille de celui qui entend. Alors, la personne, elle n'a pas un accent étranger, elle a juste une altération dans l'articulation qui fait que la personne à qui il parle, dit, tu as l'accent étranger. Okay. En fait, elle a juste une altération de sa façon de parler. En fait, la langue maternelle, elle est quand même... sauf vraiment les gens qui sont véritablement bilingues, hein, mais les gens qui sont maternels et qui apprennent une deuxième langue, la deuxième langue a quand même une fragilité, une vulnérabilité qui est beaucoup plus importante que la langue maternelle. Donc, avant qu'ils altèrent la langue maternelle, ils vont d'abord faire sauter en premier toute la langue apprise par la suite. Oui. Par contre, ou en plus, il y a quand même un truc, c'est au niveau cognitif, c'est quand on rêve quelque chose qui n'est pas dans notre langue maternelle. C'est-à-dire que là, on s'est quand même approprié les concepts, et il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui fait qu'on va rêver. Moi, ça va arriver une fois. Rêver en langue étrangère? Quand je bossais à l'étranger, au bout d'un moment, je me suis j'ai rêvé en anglais. Oui, bien sûr. Mais parce que nos rêves sont quand même... C'est étonnant quand même. Oui, mais parce que nos rêves sont quand même nourris de nos expériences quotidiennes. Donc, lorsqu'on baigne dans une culture étrangère, on finit par incorporer tous les éléments d'étranger, y compris la langue étrangère, dans nos rêves, bien sûr. Ce qui était assez étonnant, c'est que surtout, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer, c'est que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire quand je me suis réveillé, j'ai eu conscience que j'avais rêvé en autre chose qu'en français. C'est marrant. Ouais. Je vois l'heure qui tourne, on est tous très contents de rester là, a priori, pour répondre à tas de questions. Je vois, et c'est pour ça, je t'ai vu. Donc on va prendre du coup une dernière question, peut-être, pour ce soir, avec notre... qui était Calvin, c'est ça? Voilà. Alors comme on avait parlé de peur, hallucination et rêve, moi ça m'a fait penser un peu aux paralysies du sommeil. Et du coup l'état où on se retrouve à moitié endormi, moitié réveillé, j'en ai jamais fait, mais les témoignages qu'il y a, ils sont assez similaires souvent et assez impressionnants aussi, où souvent les gens se retrouvent bloqués, paralysés et ils voient des créatures bizarres et du coup, je
sais pas si y a des pistes d'explication. Oui, on sait assez bien comment ça se passe. Hein. Donc les paralysies du sommeil, ce sont effectivement, comme vous le dites très bien, hein, des moments intermédiaires entre le sommeil et l'éveil, qui font que certaines particularités d'un état de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, en particulier l'atonie musculaire, le fait qu'on n'a plus d'activité musculaire, persistent alors qu'on est réveillé. Donc pendant le sommeil paradoxal, qui est un sommeil au cours duquel les rêves les plus oniriques, les plus classiques sont produits. Alors, petite parenthèse, en fait, un rêve, par définition, c'est un récit produit au réveil. Hein, c'est je me réveille et je peux rapporter un contenu mental, on appelle ça un rêve. Voilà. Et le fait est qu'on rêve dans différents stades de sommeil. Donc, mais lorsque quelqu'un se réveille en sommeil paradoxal et qu'on lui dit est-ce qu'il a un rêve en tête, souvent il décrit des rêves de vol, de machin, enfin des rêves très complexes. Et parfois, des caractéristiques de ce sommeil, notamment cette paralysie musculaire, qui existe hein, pour de vrai pendant le sommeil paradoxal, va persister alors qu'on a un éveil. Donc on sort du sommeil paradoxal, on est dans cet entre-deux dont vous parlez, et on sent tout d'un coup qu'on ne peut pas bouger. C'est pour ça que ça s'appelle paralysie du sommeil. Et souvent, il y a encore un petit peu d'activité onirique, c'est-à-dire qu'on a encore un petit peu des images du rêve qui sont là, ce qui fait qu'il y a cet aspect hallucinatoire et cet aspect de paralysie. C'est pas très long, ça dure souvent quelques secondes, pas plus, mais c'est suffisamment impressionnant pour que les gens le rapportent. Ils rapportent aussi souvent un poids sur la poitrine, qui est lié au fait que dans la paralysie musculaire, il n'y a pas seulement les paralysies des membres, mais il y a aussi une paralysie des muscles accessoires de la respiration. Les muscles accessoires de la respiration, ce sont tous les muscles intercostaux. Alors, pendant qu'on est en sommeil paradoxal, on respire. Sinon, personne ne survivrait au sommeil paradoxal. Hein. Mais on respire avec le diaphragme. Hein. Il n'y a que le diaphragme qui... Et tous nos muscles respiratoires, ceux qui nous permettent de faire des soupirs, par exemple, hein, tous ces muscles-là, intercostaux, hein, qui vont dilater, eux, ils sont paralysés. Donc, si je me réveille avec une paralysie de ces muscles-là, je vais quand même avoir l'impression d'avoir un gros poids sur la poitrine qui m'empêche de faire... Voilà. Je respire, mais qu'avec le diaphragme. Et donc, les gens décrivent souvent un poids sur la poitrine. Il y a un tableau célèbre de Fuseli avec un animal posé sur la poitrine d'une dormeuse, ou de la dormeuse, je crois, qui décrit vraiment tout à fait l'ensemble des symptômes de la paralysie du sommeil. Et qui, ce tableau, si je ne dis pas de bêtises, est à l'origine du mot anglais nightmare, parce que c'est une jument, du coup, oui. Qui est sur la poitrine de cette femme. Voilà, c'est le petit trivia de soirée. Ah oui. Donc, mare en anglais voulant dire jument, et night, nuit. Donc, jument de nuit, et nightmare. Voilà. Est-ce que, par exemple, c'est juste pour compléter, est-ce que, par exemple, le fait d'être conscient qu'on est dans un rêve, est-ce que ça fait partie du paralysie du sommeil? C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on est dans le rêve, mais qu'on n'arrive pas à sortir du rêve, par exemple, on se dit oui, je sais que je suis dans un rêve, mais j'arrive pas à me réveiller. Ça en fait partie ou pas? Alors, lorsqu'on prend conscience qu'on est en train de rêver, on appelle ça le rêve lucide. Hein, c'est le rêve. Souvent, ça survient lorsqu'il se passe des choses un peu étranges, de type vol. Par exemple, ils sont en train de voler, dire ok, si je vole, c'est que vous êtes en train de rêver. Alors, habituellement, lorsqu'on réalise qu'on est en train de rêver, souvent c'est en train d'un réveil. Hein, c'est un peu choquant. Donc, c'est rare que les gens disent mince, je suis en train de rêver, je veux arrêter ça, je ne peux pas arrêter ça, etc. Donc, habituellement, moi, j'ai pas trop d'exemples de gens, je sais pas, qui disaient qu'ils faisaient un rêve lucide et ils n'arrivaient pas à arrêter le rêve. Généralement, en fait, moi je suis sujet des fois au rêve lucide, et je sais très bien qu'il faut que je fasse super attention de ne pas me réveiller. Donc j'essaye de, oh là, ok, trop chouette. Je vous raconte mon rêve lucide. Je vous raconte. Donc je venais de faire un vol, je me dis, ok, d'accord, Laurent, t'es en train de rêver. Et j'atterris dans une fête foraine magnifique, avec un bel étalage de pommes d'amour. Et là, je me dis, oh, trop chouette, je suis dans mon rêve, je fais ce que je veux, je vais chourer une pomme d'amour. Et je choure une pomme d'amour. Et je vole la pomme d'amour. Et je commence à la manger. Et je rejoins ma femme, et je lui dis, tu sais quoi, on est dans mon rêve, je fais ce que je veux. Regarde, j'ai piqué une pomme d'amour en marchant. Et là, ma femme me dit, mais non, Laurent, même dans un rêve, tu ne dois pas faire ça. Et bien, ça m'a réveillé. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'à moins qu'il y ait vraiment une question hyper pressante, je vois qu'il est à peu près 22h, je pense qu'on va du coup arriver à la fin de cette soirée. Merci à toutes et toutes d'être restés pour cette soirée. Merci à nos Edith et à nos Barbara, nos Molly, nos Calvin, nos Walter pour leur participation.
Et si jamais vous en voulez encore plus, nous nous retrouvons le 11 juin du coup pour une soirée du même acabit, cette fois-ci sur le thème de l'écologie, avec un jeu qui n'aura pas tout à fait la même forme puisqu'il s'agit d'un jeu où nous allons terraformer des planètes pour les rendre viables pour les petits animaux mignons, voilà, principalement. Voilà, merci à toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée. Et merci à Laurent d'être venu pour répondre à nos questions.